Donc, je reprends. Monsieur Jacmel est ingénieur qui travaille pour Wanadoo et Orange aujourd'hui. S'il vous plaît. Il a été développeur de produits, je ne sais pas si on dit ça comme ça, moi je ne m'y connais pas beaucoup en marketing, mais vous avez fait plein de choses différentes hein, quand on regarde votre biographie. C'est quelqu'un aussi qui s'intéresse aux lettres, puisqu'il a un site de lettres qui s'appelle alaligne.com, à la lettre.com, un site sur lequel on vous invite à aller l'année de votre baccalauréat de français. Et puis c'est aussi un écrivain, puisque c'est quelqu'un qui a écrit alors sur le grand oral de l'ENA. Ça ne vous concerne pas tout de suite, mais par contre il a aussi écrit sur Sciences Po. Alors ça concerne quelques-uns de nos élèves de première. Hein, ça s'appelle les années Sciences Po. Hein, alors les années Sciences Po, là j'écoutais un peu votre interview. Vous citiez Michel Rocard, et c'est une chose qu'on essaye d'apprendre à nos élèves là d'Alsace-Sup, c'est apprendre à être expéditif à Sciences Po. Hein, voilà. Et moi, je vais essayer d'être expéditif aussi et de terminer. Ce soir, ce qui nous réunit, c'est un livre aussi de Guy Jacmel. Ce livre s'appelle « Le cinéma avait tout écrit ». Vous le trouverez au centre de documentation de l'école. Et Monsieur Février, merci beaucoup. Et l'idée, c'est que le cinéma d'anticipation avait déjà envisagé l'utilisation des big data. Et vous allez voir qu'on fait référence à des films qui, je pense, font un peu partie de votre patrimoine cinématographique. Merci, Monsieur Jacmel. Merci, Monsieur Collodier. Donc, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous cet après-midi et merci à François Collodier d'avoir organisé cette conférence qui va nous permettre donc de parler de cinéma et de big data. Donc pourquoi le cinéma et les big data? Parce que, bon, comme l'a dit François Collodier, moi je travaille dans les nouvelles technologies depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ça nous a paru intéressant avec Xavier Perret, avec qui j'ai écrit ce livre, parce que c'est quand même un sujet assez abstrait, de partir de films, donc, dont certains sont vraiment très connus, pour expliquer ce qui nous arrive aujourd'hui avec les big data. Et je vais vous le montrer au travers de 4 photos que je vais essayer de vous détailler, et aussi de 4 films. Et pour voir un peu justement comment le cinéma d'anticipation avait déjà imaginé les big data. Donc si on reprend les films de science-fiction, c'est vrai que leur ambition, c'est d'essayer de deviner ce que sera le monde dans les 10, dans les 20 ou dans les 100 prochaines années. Alors parfois ils nous font rêver, donc c'est pour le meilleur, donc avec des héros que vous connaissez tous, des James Bond, des Jack Bauer, des Superman, des Indiana Jones. Mais aussi, souvent, ils essaient de nous faire peur. Notamment, on nous parle de destruction de la planète, ou on nous parle d'asservissement de l'humanité par des robots. Et notamment, c'est le cas de Terminator, qu'on citera tout à l'heure. Un film de 2001 Odyssée de l'espace, alors qui est un film assez ancien, mais juste pour savoir un peu, 2001 Odyssée de l'espace, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, très bien. Bon, c'est parfait. Donc, c'est un film sur lequel on va revenir juste après. Sur le Matrix. Donc, Matrix, c'est un film de 1999. Où justement on voit que les machines règnent en maître sur l'espèce humaine. Et un film beaucoup plus récent que certainement beaucoup d'entre vous ont vu, qui s'appelle Interstellar, où là la Terre se meurt et des astronautes cherchent une nouvelle galaxie. Donc pour parler cet après-midi de Big Data, comme je vous dis, on va partir de 4 photos et puis après je commenterai de façon un peu plus détaillée 4 films pour évoquer les Big Data. Alors, très heureux de voir que vous connaissez tous 2001 Odyssée de l'espace. Et on va s'arrêter un peu sur cette photo. Donc, je rappelle, c'est un film de Kubrick qui est sorti en 68. Donc 68, pour vous, ça paraît l'âge préhistorique. Mais pour ceux qui ont la génération de vos parents, une société comme Microsoft a été créée en 1975 et une société comme Apple a été créée en 1976. Ça veut dire que quand Kubrick fait ce film, il n'y a encore aucun micro-ordinateur, aucun téléphone, aucun smartphone, aucune tablette sur cette Terre. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit l'astronaute qui est en train de prendre son repas et il regarde un programme sur une tablette. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette photo nous paraît tout à fait classique, mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire de voir que dans une navette spatiale, on pouvait regarder une émission sur une tablette. Et cette photo est revenue d'actualité il y a 4 ou 5 ans. Vous avez dû sans doute entendre parler d'un procès retentissant entre Apple et Samsung. Donc Apple accusait Samsung d'avoir copié l'iPad. Et en fait, les avocats de Samsung ont utilisé cette photo, donc il y a 4 ans, donc près de 50 ans après la sortie du film, en disant en fait, c'est pas Samsung qui a copié Apple, c'est Apple qui a copié Stanley Kubrick. Donc on voit déjà en 68
le côté visionnaire de Stanley Kubrick avec 2001 Odyssée de l'espace. Un exemple plus récent, donc c'est Terminator, hein, donc sur lequel on reviendra, donc en 1984. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En 1984, on voit Schwarzenegger, donc, qui à l'époque était encore acteur, c'était avant qu'il devienne gouverneur de Californie. Hein, donc là, à cette époque-là, il est encore acteur. Et il porte déjà des Google Glass. Donc à l'époque, on se demandait d'où venaient toutes ces informations qui arrivaient sur ces lunettes, parce qu'il y a des scènes célèbres dans Terminator où on le voit rentrer dans des lieux publics. Et avec ses lunettes, il est à la recherche d'objets et il arrive à scanner dans des lieux publics les personnes qui sont devant lui, parce qu'il est à la recherche d'objets, notamment de vêtements. Et il arrive à se connecter. Alors à l'époque, on ne savait pas trop comment il se connectait. Maintenant, on sait qu'il se connectait en Wi-Fi ou en réseau 4G. Mais à l'époque, en 84, c'était assez étonnant. Et on reviendra sur le film Terminator, sur justement cette notion de visualisation des données, que c'est bien d'avoir beaucoup de données, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir les visualiser et de pouvoir les exploiter. Je prendrai un troisième exemple, donc toujours encore un film plus récent, 1999, Matrix. Et Matrix, ce film, c'est la première fois où, au cinéma, on représentait le déluge de données qui nous entoure aujourd'hui. Et ces chiffres qui descendaient par milliers, par dizaines de milliers, par millions, c'est vrai que pour les lycéens et les étudiants de 1999 et de 2000, ces images étaient les images les plus tendances et les plus hype de tous les geeks et de tous les étudiants. Et tous les lycéens et étudiants avaient cet économiseur d'écran. On voyait tous ces chiffres qui descendaient par milliers sur leurs écrans. Et ce film, on y reviendra, c'est le premier film qui montre justement comment on navigue en permanence entre la vie réelle et la vie virtuelle que l'on fait sur les réseaux. Donc voilà cette troisième photo, et je terminerai par une quatrième photo. Donc là, c'est Minority Report, donc en 2002. Hein, c'est un film de Spielberg, que sans doute vous avez vu ou peut-être dont vous avez entendu parler. Et ce qu'on voit sur cette photo, en fait, le thème du film, c'est un film sur la prédiction. C'est-à-dire que Tom Cruise, qu'on voit ici, il travaille dans un service de police et il est chargé d'arrêter des criminels avant qu'ils n'aient commis leur crime. Donc vraiment dans cette notion de prédiction. Mais là, ce qui est super intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit avec ses doigts, il est en train de déplacer des milliers d'images, de les classer, de les extraire, de les ranger, de les agrandir. Et ce film est sorti en 2002, donc 5 ans avant l'iPhone, dont on considère aujourd'hui que l'iPhone est le premier smartphone de l'histoire des nouvelles technologies. Et 5 ans après, en fait, on était tous devenus des Tom Cruise parce qu'avec un pouce et l'écran tactile, on arrivait à faire défiler les photos comme Tom Cruise. Et avec le pouce et l'index, on arrivait à agrandir ou réduire des photos. Et mais quand on a vu, je vous assure que quand on a vu ce film en 2002, ça paraissait complètement magique de voir Tom Cruise en train de déplacer, d'agrandir et de trier des photos. Donc voilà, pour montrer au travers de 4 photos, sur des films que vous connaissez certainement tous, comment on arrive déjà à anticiper les nouvelles technologies. Donc, comme François Collodier l'a dit, la conférence de ce soir s'inspire d'un livre qu'on a publié l'an dernier, du Big Data, le cinéma avait tout imaginé. Et on va zoomer, donc il y a une dizaine de films dans le livre, mais là aujourd'hui, pour tenir dans le temps imparti, je propose de zoomer sur 4 films. Donc sur le premier, Matrix, on va parler du déluge de données, ces données qui nous entourent, et vous allez voir plus que vous ne croyez. Terminator, donc on va reparler de la visualisation des données avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle aussi. Truman Show, alors ça, Truman Show, je ne sais pas si c'est un film qui vous dit quelque chose, est-ce que vous connaissez Truman Show? Oui. Donc Truman Show, à l'époque, c'était une satire un peu de la télé-réalité, dont on parlait beaucoup à la fin des années 90. Mais aujourd'hui, on verra que c'est un très très bon exemple pour illustrer la ville 100% connectée. Et enfin, on reviendra sur Minority Report et tout ce que l'on peut aujourd'hui prédire grâce justement au Big Data. Donc Big Data, j'en ai pas encore trop parlé, mais on va en parler un peu plus. C'est un mot que j'aime pas trop personnellement. Je préfère la notion de données volumineuses, mais c'est vrai que aujourd'hui, Big Data, c'est vraiment le buzzword, c'est vraiment le mot dont tout le monde parle. J'aime bien aussi parler du déluge de données. Mais bon, Big Data, Smart Data, Fast Data, c'est des expressions qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Donc Matrix, pour revenir sur ce film d'Andy et Lana Wachowski qui est sorti en 99, imagine le monde 2 siècles plus tard. Et là, la matrice, les machines ont pris le pouvoir sur l'humanité. Et Keanu Reeves, qu'on voit ici, en fait, dans la journée, donc c'est Neo, c'est un travail dans l'administration, il a un job assez classique. Mais bon, il est super doué en informatique et le soir, c'est l'un des pirates les plus célèbres de cette époque. Et il va rencontrer Trinity et Morpheus et ensemble, ils vont essayer de décrypter ce monde virtuel dans lequel ils sont enfermés et essayer de trouver une solution. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que le déluge de données, qu'on voit aussi, tous ces chiffres que l'on voit sur cette photo, fait partie de notre quotidien.
Alors, comme je le disais tout à l'heure avec François Collodier et Clémence Camon, aujourd'hui, en fait, on est tous un peu comme chez Molière, avec Monsieur Jourdain, on génère tous des données sans vraiment s'en rendre compte. À chaque fois qu'en fait, que vous faites des recherches sur Internet, à chaque fois que vous échangez des photos par SMS, que vous postez des photos sur les réseaux sociaux, que vous les envoyez en messagerie instantanée, à chaque fois que vous faites des likes, vous faites des tweets, que vous envoyez des mails, en fait, on génère de la donnée, des données, et ces données, en fait, laissent des traces. Une autre révolution dont on n'a pas mesuré tout de suite la portée avec les smartphones, c'est qu'on a tous aujourd'hui un GPS dans notre poche. Donc un GPS en fait qui permet de nous localiser. Et vous verrez que le GPS dit beaucoup de choses sur nos comportements et sur notre façon de vivre. Et enfin, la dernière tendance là depuis quelques années, c'est les objets connectés, hein. Donc on commence à parler de voitures, de montres, de bracelets, aussi tout ce qui est le Quantified Self, hein, tous les applications, tous les produits qu'on utilise pour compter le nombre de pas, pour regarder combien on a consommé de calories, combien de minutes ou combien d'heures on a dormi. En fait, tous ces objets connectés génèrent aussi beaucoup d'informations. Vous donner alors quelques chiffres, là, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais là, ces chiffres sont quand même assez intéressants. En 2015, donc l'an dernier, donc on est 7 milliards sur Terre, il y avait 2 milliards de smartphones aujourd'hui sur Terre. Et rien que sur les chiffres de vente, l'an dernier, c'est vendu 270 millions de PC et 260 millions de tablettes. Donc on voit c'est vraiment un développement massif, je dirais, de tous ces smartphones, de ces PC, de ces tablettes. Et il y a à peu près, l'an dernier aussi, 5 milliards d'objets connectés. Quelque chose que vous n'avez pas vécu, mais pour ceux effectivement qui étaient là au siècle dernier, qui est aussi assez fascinant, c'est qu'on est passé, sans s'en rendre compte, là aussi, d'un monde analogique à un monde numérique. Alors, un monde analogique, pour vous, ça ne dit plus grand-chose, mais il faut vous souvenir, par exemple, que dans les années 90, quand nous, on faisait des photos, on allait acheter des pellicules. À l'époque, c'était des pellicules de 24 poses ou 36 poses. On faisait tirer les négatifs et ensuite, on pouvait imprimer des photos. De la même façon, on avait des cassettes VHS et on avait même des cassettes pour écouter de la musique. Et à l'époque, presque tout était analogique. La radio était analogique. Le cinéma, je ne sais pas si vous avez vu le film italien où justement on voit la projection de films avec des bobines. Cinéma Paradisio, oui, tout à fait. Cinéma Paradisio, effectivement, c'était un film qui montrait qu'à l'époque, on projetait des films avec ce genre de technologie. Et on considère qu'en 2015, 98% de l'information est devenue numérique. Donc on est passé en 15 ans de 20% de numérique à 98% de numérique. Une autre étude aussi qui est fascinante, c'est qu'il y a des chercheurs en 2010 qui se sont amusés, enfin amusés c'est peut-être pas le bon verbe, mais qui ont calculé combien on avait généré de données depuis le début de l'humanité, hein, depuis la bibliothèque d'Alexandrie, jusqu'en 2003, et ils se sont aperçus qu'on avait généré, entre le début de l'humanité et 2003, 5 exaoctets de données. Donc exaoctet, je vous ai juste mis le chiffre, hein. On a du mal à se représenter ce que c'est. C'est 10 puissance 18 octets. Donc je crois pas, on part de l'octet, du kilo-octet 10 puissance 3, du giga 10 puissance, enfin du méga 10 puissance 6, du giga 10 puissance 9. Et là, on arrive à 10 puissance 18. Donc entre le début de l'humanité et 2003, on avait généré 5 exaoctets de données. Et pour vous montrer comment ça s'accélère, on considère qu'en 2010, il nous a fallu que 2 jours pour générer exactement le même volume de données. Et en 2013, il n'a fallu que 10 minutes pour générer autant de données. Alors, je vais juste vous citer un exemple qui vous parle à tous. Si vous vous mettez en 2004, il y a un étudiant qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui est tout seul dans sa chambre à Harvard et qui a l'idée de créer un réseau social. Donc, 2004, il est tout seul. En 2016, on est 1,5 milliard de personnes à utiliser plus ou moins régulièrement son réseau et à poster des photos et à poster des informations. Donc vous voyez, quelqu'un comme Zuckerberg, rien que lui, en 12 ans, a permis à 1,5 milliard de personnes d'utiliser son service. Et donc on considère qu'aujourd'hui, 90% des données qui existent en 2015 en fait, ont été créées ces 2 dernières années. Donc on produit de plus en plus de données. Donc ça, c'est vraiment au niveau volume. Alors ça peut être intéressant aussi de vous resituer un peu comment tout ça est arrivé. Donc il y a vraiment 3 périodes importantes et puis la 4e dans laquelle on est en train de rentrer. Donc la première période, comme je vous l'ai dit, il y a eu des petits génies. Hein, donc ces petits génies à l'époque avaient 20 ans. Hein, donc si on prend Bill Gates et Paul Allen, c'est les 2 personnes qui avaient à l'époque 20-22 ans qui ont créé Microsoft en 1975.
Et puis, il y a Steve Jobs et Steve Wozniak qui ont créé Apple en 76. Donc, c'était vraiment des visionnaires. Et en 75-76, il y a encore des interviews d'eux où ils imaginaient un jour un monde où il y aurait un PC ou un Mac dans chaque bureau ou dans chaque appartement. Donc, en 75, ces 4 petits jeunes ont déjà cette vision de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pour vous montrer qu'ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup d'avance, parce que l'entreprise qui était la plus puissante au niveau informatique à l'époque s'appelait IBM, et il a fallu 5 ans à IBM pour sortir son PC. C'est-à-dire entre le moment où il y a eu la création de Microsoft et la création d'Apple, et le moment où IBM a décidé à son tour de se lancer sur le marché de la micro-informatique, il a fallu 5 ans pour qu'ils réagissent. Donc ça, c'est vraiment la première tendance. Donc là, il commence à y avoir des PC dans certains foyers, dans les entreprises, mais ces PC sont isolés, hein, c'est des PC standalone. À cette époque-là, il n'était pas question de les connecter sur des réseaux parce qu'il n'y avait pas de réseau qui le permettait. Il y a la deuxième révolution donc, dans les années 90, où là, on assiste à la naissance d'Internet. Donc là, les premières sociétés il y a Netscape, hein, Netscape qui aujourd'hui a disparu, mais Netscape, c'était le premier navigateur. Pour tous ceux qui ont travaillé dans l'Internet à cette époque-là, c'est ce qui permettait de faire www et d'aller sur un site. Et Netscape, c'est ceux qui ont inventé le navigateur. Et ensuite, ils ont été copiés par d'autres. Et aujourd'hui, bon, vous connaissez tous Firefox, Chrome ou Explorer. Et Amazon aussi. Amazon est vraiment dans le premier, je dirais la première locomotive. Amazon a été créé en 94. Le moteur de recherche qui était le plus populaire dans les années 90, notamment en 96, c'était Yahoo. Donc Yahoo était vraiment très très en avance aussi à l'époque. Malheureusement, Yahoo a fait des mauvais choix depuis et a été complètement dépassé par Google à cause de choix qui n'ont pas été judicieux. Donc ça, c'est vraiment le début et le démarrage d'Internet, où là, les PC commencent à être connectés. On ne parle pas encore de smartphone, hein, à cette époque-là, on ne parle vraiment que de PC. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé l'Internet 2.0, où c'est vraiment l'émergence des réseaux sociaux. Donc là, avec la naissance de Facebook, de YouTube et de Twitter. Donc là, c'est vraiment cette notion où on peut partager entre amis, ou entre followers ou entre personnes de youtubeurs, on peut partager des vidéos, des photos ou des informations. Donc ça, c'est vraiment la troisième vague. Et puis maintenant, on rentre dans cette quatrième vague, donc qui est plus difficile d'analyser hein, puisqu'on est complètement dedans, mais il y a déjà quand même des grandes tendances qui apparaissent. L'apparition des smartphones, donc en 2007 avec la naissance d'Apple, de l'iPhone. Tout ce qu'on parle d'Internet des objets, hein, donc les objets connectés. Les big data dont on parle aujourd'hui et l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, on y reviendra dans le dernier slide parce que ça aussi, c'est un tsunami qui s'annonce. Et puis, on voit aussi apparaître, et ça c'est un phénomène qui prend de plus en plus de puissance, des plateformes. Donc on parle d'Airbnb, d'Uber, de Booking. Donc ce sont des plateformes qui aujourd'hui se mettent entre des particuliers ou des entreprises et des clients. C'est-à-dire qu'ils réussissent sans avoir aucune infrastructure hormis leur plateforme informatique, à réussir sans avoir d'hôtel, sans avoir de voiture, sans avoir d'appartement, à organiser avec des parts de marché de plus en plus importantes toute la transaction entre des particuliers et d'autres particuliers ou des entreprises. Alors, une autre caractéristique du monde digital, c'est qu'il ne dort jamais. Donc là, je vous donne quelques chiffres. Hein. Chaque minute, on génère 4 millions de recherches sur Google et on envoie 200 millions de mails. Et chaque jour, sur Facebook, il y a 7 milliards de likes. Hein. Je sais pas et on verra un peu ce que Facebook peut faire des likes. Et on poste à peu près 350 millions de photos sur Facebook. Donc on le voit, il y a plein d'informations qu'on génère quotidiennement nous-mêmes sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors les big data, parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, donc les big data, en fait, c'est un mot qui a été inventé en 1997 hein, par 2 chercheurs de la NASA. Donc c'est vraiment la première fois où le mot big data apparaît. Et ils ont acquis leur lettre de noblesse, en fait, quand ils ont fait la une du magazine Nature. Donc ça, c'était en 2008. Donc en 2008, Nature a titré sur les big data. Et 2 ans après, donc le monde de l'économie s'y intéressait aussi avec The Economist qui a fait la une avec justement le déluge de données, hein, de data déluge. Et donc, en parallèle, on a assisté à la montée en puissance de toutes ces entreprises que vous connaissez tous. Hein. Donc, à part Amazon qui vend des produits physiques, Google, Facebook et Twitter, quand vous regardez bien, ils n'ont aucun produit à vendre. Ils ne font que gérer des données et ces données que nous produisons quotidiennement. Alors,
La question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi maintenant, pourquoi on ne parle de big data que depuis les années 2010 et pourquoi c'est pas arrivé avant. Donc là, il y a trois phénomènes technologiques qui se conjuguent et qui font que aujourd'hui, c'est très facile de gérer et de stocker et d'analyser les big data. Le premier élément, c'est la puissance des microprocesseurs. Quand nous étions dans les années 70, il y avait des gros ordinateurs IBM ou ce qu'on appelait à l'époque des Cray One qui tenaient dans des pièces comme celle-ci. Aujourd'hui, tout ce que nous avons dans notre poche est plus puissant que ces ordinateurs-là. Donc ça veut dire qu'en 40 ans, la puissance des microprocesseurs a été multipliée par 1 million. Donc vous le voyez sur le schéma de gauche. La deuxième caractéristique, c'est que le coût du stockage s'est complètement effondré. Quand on parlait de stocker 1 gigaoctet en 1980, ça coûtait 1 million de dollars. Aujourd'hui, ça coûte moins de 1 dollar. Donc on voit les coûts de stockage se sont complètement effondrés, et ce qui permet justement de stocker de plus en plus d'informations à des coûts de plus en plus abordables. Et le troisième phénomène qui vient amplifier les deux précédents, c'est la puissance des réseaux. Nous qui avons connu les premiers réseaux Internet dans les années 90, on se connectait à l'époque avec des vitesses de 9600 bits par seconde. Aujourd'hui, on arrive à se connecter à plus de 10 gigaoctets par seconde. Donc on voit aussi la puissance de la vitesse des réseaux. Donc quand on conjugue la puissance des microprocesseurs, les coûts de stockage qui s'effondrent et les réseaux qui vont de plus en plus vite, on s'aperçoit que c'est de plus en plus facile de collecter, de stocker et de partager les données. Quand on parle de big data aussi, on parle beaucoup des 3 V. Donc ça, ceux qui continueront à s'intéresser au big data, vous verrez que les 3 V, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc le volume, on l'a vu, donc des données de plus en plus importantes. La vitesse, la velocity, c'est vraiment les données qui circulent de plus en plus vite. Aujourd'hui, il suffit de voir lorsqu'une personnalité poste un tweet un peu polémique, en quelques minutes ou quelques heures, ça devient un sujet d'État au niveau national ou international. Et puis aussi la variété des données. C'est vrai que quand on parlait de données, de bases de données il y a encore une dizaine d'années, on avait tendance à se dire que c'était un gros fichier Excel sur lequel il y avait des tas de colonnes et des tas de lignes. Mais à l'époque, on ne gérait que des chiffres. Ce qui est devenu aussi très très important avec les big data, c'est qu'on génère des données de plus en plus hétérogènes parce qu'on peut gérer des photos, on peut gérer des likes, on peut gérer des pulsations cardiaques, on peut gérer le nombre de pas qu'on fait. Donc on gère vraiment des données de plus en plus hétérogènes. Et puis après sont venus s'ajouter d'autres V, mais ils sont un peu mineurs. Donc la visualisation, la valorisation, parce que toutes ces données ont de la valeur, on va le voir. Et puis la véracité, c'est vrai qu'on génère tellement de données qu'il peut y avoir des données qui ont été générées il y a quelques années qui aujourd'hui ont beaucoup moins de valeur. Alors comment font les entreprises pour utiliser ces données? Je dirais que c'est un processus assez classique dans le monde des entreprises. Le premier élément, c'est collecter toutes ces données, savoir où sont toutes ces données et comment je peux les collecter. Ensuite, de voir comment on stocke ces données. Ensuite, bien sûr, il faut pouvoir les analyser parce que mettre des milliards de chiffres dans une base de données, si on ne sait pas les analyser, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, il est important de les analyser. Et là, on va voir qu'on développe de plus en plus d'algorithmes et que ces algorithmes deviennent de plus en plus performants. Et puis ensuite, lorsqu'on a compris un peu ce que contenaient les données, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions, notamment des algorithmes de recommandation. Je vous parlerai tout à l'heure de Netflix, par exemple. Aujourd'hui, sur Netflix, ils ont un algorithme de recommandation qui a une telle puissance qu'on considère qu'aux États-Unis, 75% des films qui sont regardés sur Netflix ne proviennent pas du choix du client, mais proviennent du choix de l'algorithme de recommandation. C'est-à-dire que l'algorithme de recommandation vous dit, il vous connaît tellement bien, il vous dit, je pense que vous aimerez ce film. Et en fait, 3 films sur 4 qui sont regardés sur Netflix aux États-Unis proviennent directement de ces algorithmes de recommandation. Ce qui se développe aussi beaucoup dans le monde de l'entreprise, c'est la maintenance préventive. Quand on voit le coût d'immobilisation d'un moteur d'avion ou d'une locomotive, il y a de plus en plus d'objets et de capteurs sur tous ces éléments et de pouvoir anticiper qu'un élément va bientôt tomber en panne et pouvoir justement anticiper la réparation de ces éléments importants. Alors, on devient aussi nous-mêmes les données, et ça, c'est Tim Chester, c'est un blogueur assez connu en Californie qui s'était amusé pendant quelques semaines à mettre plein d'objets sur lui et à regarder un peu tout ce qu'il pouvait comprendre sur sa propre vie, donc le nombre de minutes qu'il dormait, son battement cardiaque, le nombre de calories qu'il avait brûlées. Et donc, il s'était vraiment amusé. Donc ça, c'est une photo qui a déjà quelques années, mais c'était une photo qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, de voir tout ce qu'on pouvait déjà récolter sur nous-mêmes.
Alors, le corps comme identité aussi, sans doute avez-vous découvert l'an dernier que sur vos smartphones, il commençait à y avoir une possibilité de reconnaissance digitale, hein, de pouvoir mettre vos empreintes digitales. On considère que de plus en plus que le corps humain va devenir quelque chose d'important, notamment pour identifier quelqu'un. Et juste sans rentrer trop dans les détails, mais quand on parle d'authentification ou d'identification, hein, pour être sûr que la personne qui utilise un produit ou qui est en face de nous est bien la bonne personne, on parle maintenant de 4 niveaux d'authentification. Le premier, c'est ce que vous avez. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une carte bleue. A priori, si vous avez cette carte en main, à moins que vous ayez fait une déclaration de perte ou de vol, on considère que cette carte permet de dire que c'est vous qui êtes le propriétaire de la carte bleue ou du smartphone. Le deuxième élément de sécurité, c'est ce que vous savez. C'est-à-dire, pour utiliser cette carte, il est important de connaître le mot de passe ou de connaître différentes informations qui vous sont posées lorsque vous souhaitez utiliser la carte bancaire ou le smartphone. Le troisième élément, c'est ce que vous êtes, hein. Donc, ce que vous êtes, c'est pouvoir vous identifier demain avec votre iris ou avec vos empreintes digitales. Donc là, a priori, on considère que votre iris est quelque chose d'unique ou que vos empreintes digitales sont quelque chose d'unique. Et le quatrième niveau de sécurité, c'est aussi le comportement. Donc le comportement, on pourra bientôt vérifier, par exemple, si vous utilisez une carte bancaire, de pouvoir vérifier que la carte bancaire et votre smartphone sont au même endroit. Si par exemple votre smartphone est à Paris et que quelqu'un utilise votre carte bancaire en Chine ou en Russie, on peut se dire, tiens, il y a un risque de fraude puisque la carte bancaire et le téléphone ne sont pas au même endroit, donc il y a un risque potentiel de fraude. J'ai mis aussi cette photo là, c'est une démonstration qui a été faite à Las Vegas l'année dernière au CES, hein, qui est un grand salon d'électronique à Las Vegas, où on voit aussi ce qu'on peut faire. Donc là, c'est de l'analyse en temps réel de vidéos. Donc il commence à y avoir des algorithmes qui sont capables de vous scanner les visages. Donc déjà, si vous êtes une personnalité connue, d'essayer de retrouver la personnalité. Donc là, l'algorithme a reconnu que c'était Barack Obama, mais si c'était même une personnalité qui n'était pas aussi célèbre que Barack Obama, on peut savoir si c'est un homme ou une femme qui est sur cette vidéo. Donc ça, c'est ce que commencent à faire les algorithmes. On peut essayer de prévoir son âge aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a entre 15 et 20 ans ou est-ce que quelqu'un qui a entre 30 et 50 ans Et on peut aussi analyser l'état émotionnel dans lequel il se situe. Donc ça pourrait par exemple être très intéressant lorsque vous faites de la maintenance ou du service pour les clients. Vous savez déjà en regardant le visage, si le visage est souriant, si le visage est stressé, si le visage est en colère, et de pouvoir analyser les perceptions émotionnelles au niveau du visage. Alors sur Facebook, ça m'a paru intéressant de partager ces données parce que pourquoi Facebook, effectivement, on a vu qu'il gérait 7 milliards de likes tous les jours. Et il y a des chercheurs de Cambridge, donc en Angleterre et à Stanford, qui se sont amusés à analyser l'algorithme de Facebook. Et en fait, ils se sont aperçus que les algorithmes de Facebook, dès que vous faites 10 likes sur Facebook, en fait, l'algorithme de Facebook vous connaît aussi bien qu'un collègue de bureau ou qu'un voisin de classe. Hein, et c'est très simple, il suffit de savoir si vous likez plutôt des photos d'animaux, des photos de sport, si vous likez plutôt telle chanson plutôt que telle autre, si vous likez plutôt des informations qui sont souriantes ou des informations qui sont plutôt sur d'autres tonalités. Avec 10 likes, donc on considère que Facebook vous a déjà cartographié, on va dire, à un premier niveau. Dès que vous faites 70 likes sur Facebook, en fait, l'algorithme vous connaît aussi bien qu'un ami ou un colocataire. 150 likes, donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai mis l'adresse effectivement de cette étude en bas, là, vous pourrez la retrouver si ça vous intéresse. 150 likes, l'algorithme de Facebook vous connaît aussi bien qu'un membre de votre famille, et 300 likes aussi bien que votre conjoint. Donc on voit la puissance des algorithmes où dès que vous avez, c'est un peu comme les questionnaires quand vous faites, vous cherchez un job et qu'on vous fait passer des tests, à partir du moment où vous avez répondu à 300 questions, parce qu'en fait, liker, c'est répondre à des questions. L'algorithme de Facebook vous connaît très très bien. Et en moyenne, aujourd'hui, enfin ça c'est des chiffres de l'an dernier, chaque utilisateur avait liké à peu près 227 fois sur Facebook. Donc voilà sur le premier film, le déluge de données. On va passer rapidement au deuxième, donc sur Terminator. Donc Terminator, c'est un film de 84 où je vous l'ai dit, hein, donc là, c'est Schwarzenegger est là pour venir tuer Sarah Connor pour pas qu'elle devienne la mère de John Connor. Et en fait, Schwarzenegger a déjà des Google Glass et on va voir effectivement l'importance des données aujourd'hui sur la réalité virtuelle et sur la réalité augmentée.
Donc Google s'était lancé il y a 2-3 ans sur les Google Glass. Donc pour le moment, c'est un semi-échec parce que ça n'a pas marché au niveau du grand public. Mais il y a beaucoup d'applications qui commencent à émerger au niveau des entreprises. Et notamment, on voit un exemple ici. On peut très bien imaginer qu'avec ces lunettes qui permettent de la réalité augmentée, le technicien ou la personne qui intervient sur ce moteur puisse à la fois voir, par exemple, la température du moteur, avec les lunettes, aussi se connecter à de la documentation, c'est-à-dire qu'elle peut garder les deux mains libres et elle peut très, très facilement accéder à toute la documentation technique pour intervenir sur le moteur et aussi pouvoir accéder à d'autres types d'informations. Donc ça, c'est plutôt de la réalité, on va dire, augmentée. Et là, on voit aussi un exemple avec un smartphone ou une tablette à Londres où on a la possibilité d'avoir des informations si on recherche un distributeur bancaire, si on recherche un musée ou une pizzeria. On a la possibilité, avec cette réalité augmentée, d'avoir non seulement les vraies informations dans la rue dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi des informations sur des services que vous recherchez. En parallèle, se développe là tout ce qui est, par exemple, Facebook qui a racheté Oculus il n'y a pas très longtemps, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, tout ce qui est réalité virtuelle. Et là, la réalité virtuelle, donc vous n'êtes plus dans un vrai monde, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les jeux. Vous avez la possibilité de vous retrouver vraiment dans des mondes complètement immergés. Moi, j'ai testé encore ces lunettes il y a 2 ou 3 mois. Enfin, c'était pas celle-ci, c'était celle d'HTC, mais c'est complètement bluffant. Enfin, vous avez l'impression d'être sur un bateau et que la mer bouge, enfin le bateau bouge. Vous avez des sensations vraiment d'immersion qui sont de plus en plus impressionnantes sur la réalité augmentée. Et ça, c'est fait parce que ces lunettes et ces ordinateurs sont capables de gérer de plus en plus de données en parallèle. Comment on peut utiliser aussi ces données? Donc ça, c'est des chercheurs qui ont en fait analysé toutes les photos qui étaient postées sur Flickr. Donc Flickr, c'est un site de partage de photos, mais ça peut être vrai avec d'autres sites. Là, en fait, on voit les sites de France qui sont les plus touristiques. Alors comment on fait ces chercheurs? C'est très simple. Aujourd'hui, à chaque fois que vous prenez des photos et que vous les envoyez, que vous les partagez sur les réseaux sociaux, on sait quand la photo a été prise, où elle a été prise, puisque les photos sont géolocalisées. Donc là, on voit très bien, bien sûr, la région parisienne, on voit les châteaux de la Loire, on voit le Rhône-Alpes et toutes les côtes en général. Donc là, on a un premier niveau de lecture. Mais on peut aussi, si on pousse un cran plus loin, aujourd'hui, si vous prenez par exemple des touristes étrangers qui viennent visiter la France, vous pouvez par exemple dire on va prendre un échantillon de 1000 touristes chinois, de 1000 touristes russes ou de 1000 touristes anglais, et on va regarder comment ils visitent notre pays. Et il suffit pour ça de regarder les photos que chaque communauté poste dès qu'ils arrivent à Roissy, et puis ensuite comment ils vont se déplacer. Alors on s'aperçoit par exemple que les Anglais, les Américains vont aller voir les plages du débarquement, que les Russes vont plutôt aller sur la Côte d'Azur, que d'autres, les Italiens, vont plutôt aller voir les châteaux de la Loire. Donc c'est intéressant de voir qu'avec toutes les photos géolocalisées que l'on prend, on est capable d'analyser tous les comportements de différents groupes de personnes, en l'occurrence là, comment les touristes visitent notre pays. Et donc pour les régions, pour les villes, ça devient très très important parce qu'ils peuvent connaître la mobilité des touristes ou des visiteurs de leur territoire pour améliorer l'offre de transport et les infrastructures. Et si par exemple vous prenez aussi des organisateurs de festivals, vous prenez le Festival d'Avignon, le Festival de Cannes ou d'autres grands événements, vous pouvez analyser aussi d'où viennent les visiteurs qui viennent sur votre événement. Est-ce qu'ils viennent de la ville? Donc là, il suffit de regarder où ils étaient la veille et où ils sont le jour de la manifestation. Est-ce qu'ils viennent de la région? Est-ce que c'est des personnes, par exemple, qui allaient d'Italie vers Barcelone? Et est-ce que c'est vraiment des touristes internationaux qui viennent spécialement pour visiter l'événement? Donc ça peut être intéressant aussi dans le domaine du commerce. Lorsque vous voulez savoir combien il y a de personnes qui sont en train de passer dans votre rue ou dans le boulevard, vous pouvez très bien compter facilement le nombre de personnes en regardant tous les données qui sont générées par les smartphones. Donc voilà sur le deuxième film. Le troisième film, donc on parle de Truman Show. Donc j'ai vu aussi tout à l'heure que c'est un film que vous connaissez. Donc Truman Show, comme je disais, c'était plutôt un film sur la télé-réalité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que il est annonciateur avec quelques années d'avance de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec les caméras de surveillance et de plus en plus d'informations qui sont captées autour de nous.
Donc là, j'ai repris un article, juste le titre d'un article qui était paru dans Le Monde il y a déjà 4-5 ans. Lorsque vous promenez aujourd'hui dans Londres, vous êtes filmé 300 fois par jour. Donc on ne sait pas ce que tous ceux qui vous filment font de ces vidéos. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans Londres, que vous sortez dans la rue, vous êtes filmé 300 fois par jour. Donc il y a le fait d'avoir ces informations, et deux, on le voit, il y a de plus en plus d'algorithmes de reconnaissance faciale. Et là, on arrive même maintenant à identifier les personnes. Et là, je vais vous redonner un autre exemple de Facebook. Donc juste avant d'aller sur Facebook, je montre juste cette photo qui vous rappellera peut-être le film Minority Report. Donc là, Minority Report, on voit Tom Cruise qui se promène dans un centre commercial, dans un mall. Et en fait, quand il rentre dans ce mall, il est accueilli par un hologramme qu'on voit sur la droite. Et cet hologramme le reconnaît et lui dit bonjour, monsieur Tom Cruise, très heureux de vous retrouver. Donc on voit déjà que toute cette reconnaissance faciale qui était imaginée déjà dans le film Minority Report. Donc juste pour revenir sur Facebook, j'ai dit tout à l'heure, on poste à peu près 350 millions de photos par jour sur Facebook. Et Facebook a annoncé qu'en 2013, il y avait 250 milliards de photos qui étaient stockées et gérées par Facebook. Donc vous voyez, c'est des chiffres un peu impressionnants. Et parallèlement à ça, Facebook a développé un algorithme de reconnaissance faciale, un logiciel qui s'appelle DeepFace, donc qui est capable, en fait, chaque visage aussi est unique. Donc en mesurant avec des milliers de paramètres le visage, la distance entre les yeux, la distance entre les sourcils et le front, aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, dès que vous avez été identifié une fois sur Facebook, Facebook est capable de reconnaître à peu près 95 à 97% des photos où vous êtes sur Facebook. Donc, si une personne vous a identifié sur Facebook, Facebook est capable de savoir toutes les photos où vous êtes présent sur Facebook. Donc, tant qu'on est en démocratie, tant que ce sont des entreprises comme Facebook, je dirais, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais on voit que si un jour on basculait dans des sociétés un peu plus sécuritaires, il y a vraiment, avec tous ces algorithmes, il va falloir être très, très vigilant sur nos données personnelles. Ça sera un message sur lequel je reviendrai là, à la fin. Une autre étude qui est intéressante, c'est des chercheurs du MIT à Boston, donc le Massachusetts Institute, qui ont analysé des données de déplacement. Et en fait, leur conclusion, c'est que notre façon de nous déplacer, chacun, est très régulière, très répétitive et en fait unique. C'est-à-dire qu'en gros, avec 4 points géospatio-temporels, c'est-à-dire en gros, s'ils savent où votre smartphone passe la nuit, a priori, ils savent où vous habitez. S'ils savent où votre smartphone passe la journée, ils savent où vous travaillez ou où vous étudiez. Et il suffit ensuite de regarder d'autres informations qui sont générées par votre smartphone. Et aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous arrêtez par l'école le matin, vous êtes certainement parent d'élèves, si vous faites du sport, si vous passez vos vacances. Et en fait, aujourd'hui, on considère que 30% des applications qu'on a sur nos smartphones sont capables de nous géolocaliser. Donc ça aussi un message. Si vous avez beaucoup d'applications sur votre smartphone, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être géolocalisé par cette application? Si c'est une information pour aller au ciné, pour dire je cherche une salle de cinéma, c'est important d'être géolocalisé. Il y a beaucoup d'applications qui ne nécessitent pas que vous soyez géolocalisé. Donc, soyez aussi très prudents sur la notion de géolocalisation sur vos smartphones. Ça, c'est une étude aussi intéressante qui a été faite aux États-Unis sur l'analyse des tweets, là, de façon aussi, on va dire, un peu macro. Donc là, c'est une université américaine qui a classé à peu près 10 000 mots sur Twitter en disant on va classer plutôt des mots qui sont assez positifs. Donc quand je dis des mots positifs, on parle de fête, on parle de gagner, on parle de victoire, on parle de joie, on parle de sourire. Donc ils ont réussi à identifier à peu près un certain nombre de mots. Et à l'inverse, ils ont classé des mots qui expriment plutôt du pessimisme, de la tristesse, de la colère. Et là, ils les ont mis dans la catégorie des pessimistes. Et aujourd'hui, il commence à y avoir des villes et des États aux États-Unis qui analysent de façon globale un peu le moral de leur population. Donc, capable de dire, tiens, le moral là est plutôt en hausse ou il est plutôt en baisse. Donc, on voit comment les tweets aujourd'hui, dont on ne se rend pas vraiment compte de la puissance, sont capables de devenir un thermomètre, je dirais, du moral de la population d'une région, d'une ville ou d'un pays. Et bien sûr, dès que vous avez un incident grave, un accident, un attentat, automatiquement, vous êtes sûr que je dirais, le pessimisme monte en puissance. Et je terminerai
Sur Minority Report, donc comme je disais, c'est un film en fait sur la prédiction. Et c'est vrai que les algorithmes aujourd'hui essaient de plus en plus de prédire le futur. Donc on va donner plusieurs exemples. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple vous verrez dans une maternité avec des bébés prématurés, parce qu'on voit vraiment que là, les algorithmes peuvent sauver des vies humaines. Donc là, la notion de prédiction, là, ça pose la question, est-ce qu'on peut arrêter des futurs criminels avant qu'ils aient commis leur crime? Donc ça, c'est une vraie question de société et de sécurité. Et aujourd'hui, il commence à y avoir aux États-Unis, notamment quelques années après la sortie du film, donc ça s'est passé à Memphis. Et ce programme existe depuis 2008. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Blue Crush. Donc Crush, c'est pour Crime Reduction Using Statistical History. Donc c'est utiliser toutes les statistiques pour essayer justement d'anticiper des crimes ou des attaques dans des régions. Donc on voit comment ils procèdent. Donc là, ils ont identifié, en fait, on voit là en rose ou en mauve, tous les commerces ou tous les appartements qui sont à sécuriser et à surveiller de très près. Et en fait, pour ça, ils ont compilé tout un ensemble de données. Donc ces données, c'est des données de statistiques déjà de la criminalité. Il y a des données aussi je dirais, de météo, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas le même nombre d'agressions suivant qu'il fait froid ou qu'il y a une canicule. Et puis, il y a des agences municipales aussi qui ont fourni des informations sur les loyers impayés, les rotations d'ambulances, les coupures d'eau, d'électricité. Et en analysant toutes ces données, la police de Memphis a réussi à faire baisser d'une façon assez importante le nombre de crimes dans cette ville. Donc ça, c'est l'exemple que je vous donnais aussi. Et là, ce qui peut être intéressant aussi, pour en parler rapidement, c'est qu'on est en train, avec les big data, pour les mathématiciens, et je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous, on passe d'un modèle de causalité à un modèle de corrélation. C'est-à-dire, pour faire simple, la causalité, c'est il va pleuvoir, donc je prends mon parapluie. Donc il y a un événement et automatiquement, il y a une action qui est prise. La corrélation, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va analyser beaucoup de données. On ne va pas forcément comprendre ce qui va se passer, mais on va réussir à prendre des actions parce qu'on va s'apercevoir qu'un certain nombre de données sont en train d'évoluer tout en même temps dans un certain sens. Et ça, c'est ce qu'a montré le docteur Caroline McGregor à l'Université d'Ontario. Elle travaille donc dans un service de bébés prématurés et ils analysent sur tous ces bébés qui sont de santé un peu fragile, 1260 données à la seconde. Donc quand on parle de données, on parle du rythme cardiaque, de la pression, de la respiration, du taux d'oxygène. Et en fait, ils se sont aperçus que quand il peut y avoir un moment de stabilité dans la santé du bébé, eh bien, ça peut être annonciateur avec 24 heures d'avance que la santé du bébé va se dégrader. Et avec justement l'analyse de ces données, donc ils n'ont pas encore compris pourquoi la santé du bébé se dégradait, mais ils sont capables de dire il faut anticiper parce que le bébé va vraiment avoir des problèmes graves. Et donc, ils peuvent administrer avec 24 heures d'avance en fait, des médicaments et des traitements pour sauver des vies de bébés. Donc ça, je trouve que c'est un très très bel exemple de ce qu'on peut faire avec les big data. Les algorithmes de prédiction, comme je disais, ce que veulent maintenant les entreprises commerciales, c'est nous anticiper tout ce qu'on veut. Et je vous ai dit, je ne reviens pas sur l'exemple de Netflix. Google aussi s'est vanté l'an dernier de pouvoir prédire avec une qualité de 95% les chiffres d'un film qui va au box-office une semaine avant la sortie du film. C'est-à-dire que personne n'a encore vu le film dans des conditions commerciales. Et Google est capable de prédire combien le film va faire d'entrées. Et pour ça, quand on analyse, c'est quand même, ils ont beaucoup d'informations. Il suffit de regarder le nombre de recherches qui sont faites sur Google avec l'acteur, avec le metteur en scène, et de regarder le nombre de vidéos qui sont regardées sur YouTube, sur la bande-annonce du film, de regarder le nombre d'articles qui sont publiés. Et avec toutes ces données, en les croisant, ils sont capables de prévoir effectivement combien va faire le film va faire d'entrée. Un autre exemple aussi, LinkedIn. Donc c'est le réseau social effectivement dans le domaine professionnel. LinkedIn est capable aujourd'hui de prévoir les personnes qui vont quitter une entreprise 3 ou 4 mois à l'avance. Parce que sur LinkedIn, donc vous développez votre propre réseau social professionnel. Sur ce réseau social, vous avez effectivement vous avez une certaine attitude. Donc quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes bien dans cette entreprise, vous avez une attitude, on va dire A. Et lorsque vous commencez à vouloir changer ou vouloir bouger,
Automatiquement, vous allez prendre des contacts à l'extérieur, vous allez poster des informations pour aller rencontrer des cabinets de recrutement. Et tout ceci, LinkedIn est capable de l'anticiper avec 3 mois d'avance. Et je terminerai donc avant la conclusion sur l'auto-apprentissage. Et justement, l'auto-apprentissage, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles la semaine dernière, mais il y a eu quand même un événement assez important sur le AlphaGo, donc l'algorithme d'intelligence artificielle de Google, qui a battu le champion du monde de joueurs de Go. Hein, c'est quelque chose que vous avez suivi. Donc, l'intelligence artificielle, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? C'est un système informatique qui permet d'imiter un peu l'intelligence humaine. Donc, c'est vrai que les programmes classiques, auparavant, on avait toujours un programme qui s'exécutait de la même façon. Là, les programmes d'intelligence artificielle, avec toutes les données qu'ils sont capables d'analyser, sont en train d'analyser justement tout je dirais par exemple pour le jeu de Go, cet algorithme analysait des milliers et des milliers de parties auparavant, et il est capable de dire, bon, ben, dans telle situation, j'ai réagi comme ça, et c'est ce qui m'a fait gagner ou c'est ce qui m'a fait perdre. Donc l'auto-apprentissage au service, je dirais, des big data et de l'intelligence artificielle permet à chaque fois à ces algorithmes de progresser, je dirais, d'une semaine sur l'autre et d'une année sur l'autre. Ce qui est important aussi, c'est de voir que l'intelligence artificielle, et sans doute vous le testez-vous déjà sur vos smartphones, hein, si vous utilisez un Android ou donc si vous utilisez Siri, Cortana ou Google Now, c'est-à-dire que si vous parlez à votre smartphone, aujourd'hui, c'est vraiment un algorithme d'intelligence artificielle qui est capable de répondre à vos questions. Et de plus en plus, ces algorithmes vont se développer parce qu'on se doute bien que Google n'a pas investi des millions et des centaines de millions simplement pour battre un joueur de Go. Donc effectivement, Google va investir beaucoup dans l'intelligence artificielle, et ce qu'a réussi Google n'est qu'un des éléments visibles de l'iceberg. Auparavant, il y a quelque chose qui avait fait beaucoup parler, c'était en 97, c'était lorsque IBM, avec Deep Blue, avait battu Garry Kasparov. Hein, là, c'était la première fois aussi qu'un ordinateur battait un joueur d'échecs et le champion du monde. Et IBM avait récidivé avec Watson lorsque son programme d'intelligence artificielle avait battu aux États-Unis les meilleurs joueurs de Jeopardy, qui est un jeu très très célèbre aux États-Unis. Donc on le voit, l'auto-apprentissage est quelque chose qui va vraiment aussi beaucoup se développer et qui va s'appuyer de plus en plus sur les big data. Donc 2 slides de conclusion pour vous. Il y a des formidables opportunités. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle, hein. C'est que dans tous les secteurs, on va avoir besoin de comprendre et d'analyser ces données, donc que ce soit dans le commerce, la publicité, la santé, l'astronomie, les loisirs, le tourisme, on l'a vu. Donc, je dirais, quelle que soit l'activité que vous allez avoir, que vous soyez médecin, que vous soyez chercheur, que vous travaillez dans le tourisme, dans l'éducation, il y a tellement de données qui nous entourent que ça va être hyper important de comprendre toutes ces données et ce qu'elles peuvent vous apporter quotidiennement dans votre activité. Après, pour ceux qui voudront vraiment se spécialiser sur ces métiers, il y a les métiers d'analyse de données, hein, dont on parle beaucoup, qui est data analyst. Donc là, c'est celui qui va récolter toutes les données dans une entreprise, développer les bases de données et les algorithmes pour les analyser. Il y a le scientifique de données, hein, le data scientist, qui lui va être au service du marketing et qui va analyser toute la puissance de ces données. Et lui, il connaît très très bien la culture de l'entreprise et va pouvoir faire parler ces données. Et puis un autre poste qui sera important, c'est le Chief Digital Officer, le directeur des données. Et chaque entreprise aura un directeur de données qui collectera les données et qui réglera l'éthique aussi dans l'entreprise pour tout le personnel et pour les clients. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Je mettrai quand même 2-3 bémols. Donc le premier, on en a parlé, hein, c'est la puissance des algorithmes. Ça va être très très important de résister par rapport aux algorithmes qui essaient de nous prédire ce qu'on veut faire. Donc gardons notre libre arbitre. Ça va être super important de garder son libre arbitre. Et la sérendipité, alors sérendipité, c'est un mot que j'aime bien, c'est le fait de trouver des choses qu'on ne cherche pas forcément. Donc rester curieux, et toujours essayer de sortir je dirais, du modèle et de ne pas se laisser enfermer. La protection de la vie privée, ça sera très important. Je pense que votre capital, je dirais, de données va devenir aussi important que d'autres capitaux que vous pouvez avoir. Il va falloir vraiment protéger votre vie privée et faire attention aux données que vous partagez, parce que ces données ont beaucoup de valeur et il est important de les protéger. Et puis ensuite, ce que j'essaie de faire modestement cet après-midi, c'est de la pédagogie et de la sensibilisation sur tous ces nouveaux enjeux.
Donc là, ça va être aussi très, très important d'être tous sensibles sur ces nouveaux enjeux. Donc là, 2 petits clins d'œil. Le premier, c'est un petit élève là, qui est face à son institutrice et qui commence à lui dire avant de mettre mon nom sur le tableau, je veux savoir ce que vous allez faire de mes données. Donc ça, c'est un petit clin d'œil de Mark Anderson. Et j'aime bien aussi cette phrase d'Henry Ford, on ne sait pas du tout ce que sera demain. Et Henry Ford, ce qu'il disait à l'époque, c'est que s'il avait demandé à ses clients ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu un cheval plus rapide et pas une voiture. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous d'être créatifs et de développer plein de nouveaux services qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé de tenir dans le temps qui m'était imparti. Vous avez parlé de Siri et d'autres modèles comme des modèles d'intelligence artificielle, mais que je sache, l'intelligence artificielle n'existe pas vu que les recherches sont encore limitées. Et ce sont que des voix enregistrées, des phrases préparées pour répondre à nos questions. Alors, ce que propose aujourd'hui Siri, Cortana ou Google Now, si, c'est déjà des premiers algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que les réponses qui sont, ils ont réussi à modéliser les voix, mais aujourd'hui, ce qui est super important, c'est d'associer les différents mots qui ont été enregistrés pour en faire des phrases et pour en faire des réponses qui soient cohérentes. Donc, aujourd'hui, les questions que vous posez à des assistants personnels, on n'en est encore qu'aux prémices, mais aujourd'hui, que ce soit Google, que ce soit Microsoft ou que ce soit Apple, s'appuie déjà sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez dit que nos smartphones, ils enregistrent tout ce qu'on fait, tous les objets connectés, ils nous enregistrent en permanence. Est-ce qu'il y a des moyens justement d'arrêter, de continuer d'utiliser nos appareils, mais de limiter ce flux de données? C'est une très très bonne question. Alors, ce que j'ai pas dit et qui doit être aussi, je dirais, mené en parallèle par rapport à toutes les précautions qu'on doit prendre à titre individuel. Donc, à titre individuel, déjà, c'est de pouvoir connaître le type d'applications que vous utilisez et d'essayer de limiter au maximum, je dirais, les informations que vous partagez avec ces applications. Donc là, mais c'est vraiment le premier élément. Ensuite, il y a possibilité, lorsque aujourd'hui, par exemple, vous utilisez Google, que vous utilisez un Android, que vous faites des recherches sur Google, que vous avez une adresse Gmail, effectivement, Google est capable de vous connaître complètement et de vous géolocaliser en permanence et d'identifier toutes les recherches que vous faites sur Google sur leur moteur de recherche par rapport à l'adresse mail que vous avez créée, par rapport au smartphone que vous utilisez. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir mixer des outils différents et de ne pas donner toutes vos données, c'est le cas de le dire, à une même société. Donc d'essayer de mixer entre votre adresse mail, votre smartphone, votre moteur de recherche, d'essayer de changer régulièrement, je dirais, d'outils que vous pouvez utiliser. Et en complément, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'en parler, je pense qu'il sera important, et c'est ce qu'essaie aujourd'hui de faire la Commission européenne et ce que essaie de faire la CNIL au niveau français, c'est qu'il va être très très important d'être vigilant, parce qu'aujourd'hui, toutes les données que nous générons en Europe, à cause justement de la législation américaine, toutes les entreprises américaines rapatrient toutes ces données aux États-Unis. Donc c'est pour ça que, je dirais, tous les organismes publics américains ont accès aujourd'hui à toutes les données qui sont générées ailleurs qu'aux États-Unis. Et ce qu'essaie de faire l'Europe, notamment avec une procédure qui s'appelle le Safe Harbor, c'est de pouvoir déjà mettre des frontières, on va dire, virtuelles entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire en demandant à toutes ces sociétés de garder les données en Europe et de ne pas les rapatrier systématiquement aux États-Unis. Donc aussi, et ça c'est vraiment une très très grande différence qu'il y a entre je dirais, la mentalité européenne et la mentalité américaine. Mentalité européenne, on a par nature cette notion de protection de la vie privée, et la protection de la vie privée passe avant d'autres critères. Aux États-Unis, ils sont plutôt sur un mode, on va dire, très commercial et très business, et pour eux, ils laissent les entreprises se développer, et tant qu'il n'y a pas d'abus vu de leur propre lecture, il n'y aura pas d'objection, et ils ne feront que réguler a posteriori si vraiment une entreprise commet des infractions par rapport à la législation. Mais donc, effectivement, essayer d'être vigilant sur les applications qu'on utilise, essayer de mixer je dirais, les différents outils que vous pouvez
que vous pouvez utiliser. Et puis aussi sur sur tous les réseaux publics, que ce soit du Facebook, du Twitter, vous dire que toutes les informations que vous postez, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que dans 5 ans, je ne regretterai pas d'avoir partagé cette information, quoi. Bonjour. Déjà, merci. Et aussi, est-ce qu'une fois qu'on a mis l'information en ligne, on peut vraiment l'effacer ou pas? Ou elle sera toujours quelque part où il y aura... Alors, sur l'information en ligne, il commence à exister le droit à l'oubli. Donc, il y a eu un procès qui a eu lieu en Espagne, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, parce que justement, un Espagnol se plaignait que des données qui avaient été publiées il y a assez longtemps, en fait, ne reflétaient pas la vérité, et ces données continuaient à être propagées sur les réseaux et lui créaient vraiment des préjudices. Donc, il y a vraiment maintenant la possibilité justement de développer cette notion de droit à l'oubli. Donc, si vous demandez à Facebook ou à Google d'enlever des informations, faut taper droit à l'oubli et vous avez normalement des liens qui vous permettent de le faire. Il y a quand même un problème qu'il faut avoir en tête, c'est que malheureusement, quand une photo, quand une information est publiée, elle est reprise très très rapidement par beaucoup de sites qui font de l'agrégation de toutes les informations. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on arrive à supprimer assez facilement le référencement, mais après, il restera toujours quand même des vestiges de certaines informations. Alors après, ce que font des entreprises, alors après, je ne sais pas si c'est possible au niveau des particuliers, c'est de faire ce qu'on appelle de noyer les informations, c'est-à-dire que vous publiez tellement d'informations différentes que l'information qui vous gênait n'arrive qu'en 5e ou 6e page de Google. Donc, plus personne ne va jusqu'à la 5e ou 6e page. Donc, c'est ce qu'appellent les Américains appellent le flooding. C'est de pouvoir justement noyer l'information et éviter qu'elle apparaisse dans les 3 ou 4 premières pages. Bonjour monsieur, sur votre graphique concernant la puissance et la rapidité des microprocesseurs, on a remarqué une stagnation au dernier truc. On serait limité par des quantités, par des qualités matérielles. On ne pourrait tout simplement pas aller plus petit à cause de la taille des atomes et des molécules. Est-ce que ce serait, si on est vraiment limité, est-ce que les processeurs quantiques seraient une solution à ces problèmes ? Alors là, je dois avouer modestement que je sors de mon champ de compétences, mais donc effectivement, cette notion de saturation, d'arriver, nous sommes arrivés à un palier, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu. Et j'ai aussi entendu, mais là, honnêtement, je n'ai pas la pertinence pour répondre, mais sur la mécanique, la physique quantique, effectivement, est citée par plusieurs chercheurs comme étant une alternative à cette limite. Donc, oui, je pense que vous avez un des éléments de réponse dans la question que vous avez posée. Je pense qu'effectivement, la physique quantique pourrait permettre de faire un nouveau gap technologique. Ouais. Bravo pour votre question. Bonjour. Oui. Bonjour. En fait, avec tous ces stockages de données, est-ce que ça pourrait devenir comme dans 1984 où ces données pourraient se retourner contre nous et donc que le gouvernement pourrait les utiliser pour nous surveiller, justement? Aujourd'hui, comme je disais, on est dans une démocratie où je dirais les gouvernements n'ont pas pour objectif de surveiller ces données. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce que l'on sait, tout ce que certaines entreprises, parce que aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qui ont le plus de données sur nous, ce sont Facebook, ce sont Google. Google, quand on y réfléchit, depuis toutes les recherches qu'on fait depuis 10 ans sur Google potentiellement a toutes ces informations. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques grandes entreprises qui font peur. Donc, tant qu'on est vraiment dans des entreprises et aux États-Unis qui restent dans une démocratie et que nous, en Europe, on reste dans une démocratie, il n'y a pas de souci à se faire. La question, c'est le jour où on bascule dans une société qui est beaucoup plus sécuritaire. Et là, effectivement, il y aura un danger. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est le syndrome 1984, je ne l'ai pas cité là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous en tête. Je n'ai pas de profil Facebook, j'ai pas d'iPhone, j'ai un vieux téléphone. Est-ce que je suis un homme libre? Oui. Je me demandais
Google, il stocke où toutes les informations qu'ils acquièrent. Enfin, parce que comme vous avez dit que ça prend 10 minutes pour obtenir 10 extraits, comment ils vont stocker toutes les informations? C'est développé là depuis quelques années toutes les technologies de cloud, c'est-à-dire que déjà Google, enfin ce qui est impressionnant quand on essaie d'y réfléchir, c'est la puissance du moteur de recherche, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a 4 millions de recherches à la minute, de pouvoir chaque minute répondre à 4 millions de questions, ça veut dire que déjà au niveau de la puissance de calcul, ils ont réussi à bâtir une infrastructure qui est très très dispersée et très très éclatée au niveau mondial. Donc ils ont déjà toute la puissance pour répondre, donc toute la partie process. Ensuite, effectivement, ils adjoignent à toute cette puissance de recherche et de calcul des possibilités de stockage. Donc là, c'est vraiment une technologie qui est basée sur le cloud, où ils ont vraiment des infrastructures qui sont partagées et qui sont vraiment omniprésentes sur tous les points du territoire. Et après, alors, je ne connais pas très très bien leur architecture parce que c'est une propriété, une société commerciale. Je pense qu'après, ils ont possibilité de pouvoir répatrier dans quelques grands centres de stockage au niveau mondial. Mais au départ, je pense que toutes ces informations sont stockées en local et qu'elles peuvent être transmises après. Oui. Par rapport aux données, et notamment au stockage de données, est-ce qu'on peut mettre toutes les données au même niveau? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait une recherche sur Google, est-ce que ça va être mis au même niveau qu'une photo qu'il va publier sur Facebook? Et est-ce qu'il y a un tri par rapport au stockage qui est effectué après? Après, sur les informations que l'on stocke, je dirais, il y a des informations qui sont, on va dire, publiques. C'est celles, par exemple, que vous mettez sur un blog ou que vous mettez vraiment sur un site qui est accessible à tout un chacun. Ensuite, les informations que vous mettez sur Facebook, normalement, c'est lié à la confidentialité que vous avez mis lorsque vous avez paramétré votre compte Facebook. C'est-à-dire que est-ce que les photos, les informations que vous publiez ne sont accessibles que par rapport à vos propres amis? Mais la difficulté qu'il y a maintenant sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont forwardées, qui sont partagées. Et si quelqu'un voit cette information et la trouve intéressante, il va la partager à son tour à son propre groupe d'amis. Et par rebond successif, cette information risque de se propager, de devenir semi-public. C'est-à-dire qu'a priori, les informations qui sont sur Facebook n'ont pas vocation à ressortir globalement, à être accessibles par tous. Elles ne sont accessibles que par les personnes à qui vous avez permis d'y accéder et celles qui ont été propagées par ses amis. Mais donc, vraiment, les informations publiques, celles que vous mettez, qui sont accessibles par tous, deviennent effectivement, vous les retrouvez sur Google Images ou sur Google. Les autres informations sur les réseaux sociaux, normalement, c'est lié à la politique de confidentialité que vous avez vous-même mis en œuvre quand vous avez créé votre compte ou quand vous l'avez mis à jour. D'accord. J'avais envie de dire pour conclure, il me semble que la technologie, de toute façon, elle va évoluer très très vite. On va vous rentrerez dans un monde où il faut avoir la puissance d'imaginer, puisque finalement, ce que l'ont montré ces cinéastes, c'est qu'ils ont eu la capacité à imaginer un monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qu'en fait, les limites qu'on se fixe sont celles de notre imagination. Mais vous, je vous conseille quand même de vous intéresser à la politique, parce qu'on a les moyens d'un totalitarisme numérique qui sera bien plus effrayant que les petits bricolages des années 1920-1930, peut-être. Vous faites de la politique. Merci, monsieur Jacquemel. Merci à vous et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous.